Pour Paris, elle était l'une des conditions pour la reprise d'un dialogue serein avec Alger. L'annonce du retour de Boualem Sansal en France ce week-end marque un apaisement, mais aussi un changement de méthode. Terminé le bras de fer sur l'immigration engagé par l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Son successeur veut relancer la coopération sécuritaire et en matière d'immigration. On n'était quand même jamais tombé aussi bas. Mais pour l'ambassadeur de France en Algérie, cela pourrait prendre du temps, tant la crise est profonde. Nous étions dans une situation en réalité de quasi-rupture, hein, où tous les canaux de dialogue avec Alger ont été effectivement mis en sommeil. Mais le dossier des OQTF reste brûlant. La France demande toujours à l'Algérie d'admettre ses ressortissants expulsés de l'Hexagone. Cette crise diplomatique a aussi eu des conséquences économiques. Les exportations de France vers l'Algérie ont chuté de 20% depuis le début de l'année. Une rencontre entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune est-elle envisagée? Le sommet du G20 la semaine prochaine à Johannesburg serait une opportunité pour les deux dirigeants qui seront présents. Naïma Hubert-Yahi, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes historienne, vous avez coordonné un ouvrage collectif intitulé France, terre d'immigration aux éditions Philippe Ray. Nous sommes également avec Slimane Zeguidour, bonjour monsieur. Bonjour. Écrivain, éditorialiste à TV5 Monde, auteur d'un livre intitulé, lui, Sors, la route t'attend, aux éditions des Arènes. Sors, la route t'attend, c'est autobiographique? Oui, c'est un récit sur mon enfance dans un camp de regroupement dans la Kabylie des Babors durant la guerre d'indépendance. Parfait. Alors, on va évidemment parler de l'Algérie. On va revenir factuellement, avec peut-être un petit commentaire de votre part sur les conditions de la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Elle a été présentée ici et là, alors à tort ou à raison, vous allez me dire, comme un geste fort, marquant un apaisement diplomatique entre Paris et Alger. Est-ce que vous diriez ça également? Vous reprendriez cette interprétation à votre compte? Tout va tout à coup mieux. C'est un geste d'apaisement, mais aussi un geste nécessaire. L'écrivain devait sortir pour des raisons humanitaires, mais aussi pour des raisons morales. Maintenant qu'il est sorti, la question se pose de la suite. Et là où on pourrait réfléchir collectivement, c'est que ce face-à-face devienne un dialogue et non plus une confrontation. Et le changement de ton et de méthode de la part de Paris est assez flagrant depuis la nomination de ce deuxième gouvernement Le Cornu, et on ne peut que le féliciter. Alors, un geste d'apaisement aussi pour vous, ou un geste d'apaisement, mais avec quand même un coup de pied, là où je pense au passage, dans la mesure où la France a quand même été un peu, on va dire, humiliée dans cette affaire, vu que c'est l'Allemagne qui, médiatiquement, a le beau rôle. Humilié, on ne parle pas à propos des États pour cela. Disons que la France, d'emblée, avait été valorisée par les conditions dans lesquelles... Oui, disons, ça atteste en fait que le fait que les échanges entre les deux États avaient atteint leurs limites et aucun ressort ne répondait plus. Donc la France avait perdu tout levier d'influence sur l'Algérie et d'une certaine manière, réciproquement. Ce qui, pour des pays aussi proches intimement, je dirais même matrimonialement, est un véritable désastre. Donc, la façon dont Boualem Sansal a été libéré, on peut interpréter si c'est une victoire pour Berlin ou pour Paris ou pour Alger, mais c'était un geste nécessaire qui permet, c'est la moins mauvaise façon de faire pour que les deux États en ressortent par le haut et sauvent la face pour pouvoir enfin reprendre le dialogue, la concertation, bref, la vie normale d'États très proches par l'histoire et par les liens humains. Parce que la singularité du rapport franco-algérien, et on ne répétera jamais cette évidence, c'est que les deux pays ont des millions de franco-algériens qui vivent entre les deux pays, qui, eux, sont un pont vivant, vibrant, chaque jour. Et chaque fois que la machine des deux États se grippe, ce sont les deux peuples qui tombent malades. Alors, effectivement, l'histoire entre les deux pays est telle, qu'à un moment, il va falloir que les deux pays se parlent. Néanmoins, je reste encore 2 ou 3 minutes sur les conditions de cette libération. Est-ce qu'il y avait un problème, finalement, à ce que l'Algérie libère aussi Christophe Glaise, le journaliste qui est emprisonné pour des motifs qui peuvent nous paraître assez étonnants à nous, en tout cas tout aussi étonnants que les motifs pour lesquels Boualem Sansal a été détenu pendant 1 an dans les prisons algériennes? Vous avez raison d'évoquer le cas de ce journaliste Christophe Glaise, dont
Le procès en appel va avoir lieu début décembre. Il faut rester attentif au sort qui lui sera réservé et en tirer les conséquences dès cette période de l'année. Au-delà des pensées que nous pouvons adresser à ce collègue journaliste, se pose la question plus généralement de la manière dont la France et l'Algérie s'adressent l'une à l'autre et comment elles s'extirpent des agendas franco-français dans un cas et algéro-algérien dans un autre, puisqu'au-delà de notre compatriote Christophe Glaise, dont le cas est extrêmement important, Slimane Guidour l'a rappelé, on parle en lien entre les deux pays d'une communauté de plus de 4 millions de personnes franco-algériennes, sans parler des groupes mémoriels liés à la guerre d'Algérie. Et nos pays, on l'a vu dans votre sujet, ont des intérêts économiques. Nos agriculteurs qui exploitent le blé ont perdu 50% de leurs exportations qui se dirigeaient vers l'Algérie. Nos intérêts sécuritaires au Sahara sont garantis aussi par un dialogue et une collaboration avec l'Algérie. Donc ces conditions du dialogue et de la collaboration, même exigeantes, notamment concernant Christophe Glaise et d'autres sujets en la matière, nous obligent aussi à analyser dans la libération de Boualem Sansal, dans les conditions de sa libération, un camouflet aussi pour la politique de la confrontation incarnée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a pris consciemment des risques concernant Boualem Sansal quand il a joué la carte du pire avec l'Algérie. C'est un peu le message qu'adresse l'Algérie à la France au vu du calendrier, somme toute malheureusement tardif quand on sait qu'il a passé près d'1 an en prison, mais assez rapide quand on voit le déroulé des faits depuis le départ de Bruno Retailleau de la place Beauvau. Moi, c'est là-dessus que j'attire votre attention. Alors, vous êtes, si je vous entends bien, persuadé que la méthode Retailleau n'était pas la bonne. Alors, effectivement, elle n'a pas donné de résultats. Mais enfin, si on se met 2 minutes à la place des Algériens, ils étaient quand même confortablement installés dans le fauteuil du spectateur à voir ce qui allait se passer en France et tout simplement à attendre que M. Retailleau soit viré du gouvernement ou ne reste pas au gouvernement pour dire à son successeur, vous êtes parfait, alors que votre prédécesseur était... Enfin, vous la voyez... C'est pas moi qui le dis. Vous voyez le scénario, là. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit dans son communiqué, dans sa prise de parole, cher Slimane, on pourra en échanger là-dessus, qui parle de calme, d'une méthode donc de calme, de respect et d'exigence. Donc c'est eux qui posent une analyse sur la manière dont se sont déroulés les faits et sur les résultats obtenus. Est-ce qu'en creux, on doit élire une critique de la posture d'un Bruno Retailleau? Moi, je pense que oui. Et cette critique, elle vient du président de la République lui-même. Elle ne vient pas des observateurs que nous sommes. Et l'autre chose, la partie algérienne, puisque vous m'interpellez là-dessus, j'ai envie de vous dire, on parle d'un État-nation qui a son propre agenda, qui n'est pas celui des élections, de la dissolution, de la prochaine présidentielle. Et ça, j'aimerais que nos téléspectateurs le mesurent. C'est-à-dire que la complexité du rapport que nous avons avec l'Algérie doit tenir compte d'un télescopage de calendrier qui ne sont pas ceux de l'Algérie. Pardon, on est au-delà du télescopage de calendrier, on est aussi dans le télescopage de style, parce que vous avez d'un côté une démocratie et de l'autre un État autoritaire qui fait un petit peu ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas? C'est sûr que ce n'est pas le même type de régime politique, la même histoire, même s'il y a une histoire commune. Ce qu'il faudrait dire dans cette affaire, c'est que la méthode, c'est que le poids qu'avait pris le ministère de l'Intérieur dans les rapports avec l'Algérie était un poids qui renvoyait à la période de l'Algérie française. Parce qu'à l'époque, l'Algérie étant un département français, relevait naturellement et mécaniquement du ministère de l'Intérieur. On a parlé d'affaires intérieures à l'époque. Le fait qu'avec M. Retailleau, l'activité, le discours politique vis-à-vis de l'Algérie relevait beaucoup plus de la place Beauvau que du Quai d'Orsay, était pour les Algériens quelque chose de très troublant. Mais ne soyons pas naïfs aussi. Bien sûr. Si M. Retailleau s'est saisi aussi de ces sujets, c'est parce qu'il y avait la question des OQTF et des Algériens, dont certains sont délinquants, qui sont sur le territoire français, que nous ne pouvions pas renvoyer, nous, Français, en Algérie. Il avait plusieurs arguments tout à fait défendables. D'ailleurs, c'est M. Nunes qui a invité, c'est pas M. Barrot, qui a invité à Alger dans les par son homologue algérien. Oui, par son homologue. Ce qui est normal. Rien n'exclut que l'homologue du ministre des Affaires étrangères algérien l'invite aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que autant Bruno Retailleau était tout à fait dans son rôle légitimement
de vouloir que l'affaire des OQTF soit traitée normalement, c'est-à-dire qu'ils regagnent leur pays d'origine. Autant il allait plus loin, c'est-à-dire il parlait de fermeté. Or, la fermeté entre l'Algérie et la France ne peut pas payer. Pourquoi ? Parce que, anthropologiquement, dans le système politique algérien, toute l'idéologie de l'État algérien est fondée sur le fait que cet État a été capable de dire non à Paris. Donc, s'il y a une chose que ce régime ne fera pas, c'est de donner l'impression d'obtempérer à une injonction claire, publique, venant de Paris. Et on peut même dire que, d'une certaine manière, ce sont ces rodomontades venant de Paris, de M. Retailleau, mais aussi de la droite, il n'est pas le seul, qui ont probablement bloqué ou retardé la libération de Sansal, qui a toujours été un prisonnier plutôt encombrant pour le gouvernement algérien. Alors, quitte à être naïf, je vous pose la question. Vous voulez dire qu'à partir du moment où M. Nunes ou un autre parlera, on va dire, gentiment, je mets des guillemets, aux Algériens, l'Algérie va reprendre tous les OQTF. Ce n'est pas gentiment. Il ne s'agit ni de gentillesse ni de fermeté. Sans donner d'ordre. Mais... Monsieur Nunez est un technicien de la sécurité. Oui. C'est quelqu'un qui raisonne en homme de sécurité, pas en idéologue. Ce n'est pas un idéologue. C'est très important. En plus, il est natif de l'Algérie. S'il parle en tant que technicien et correctement aux Algériens, les Algériens reprendront sans doute toutes les personnes sous OQTF que la France veut leur envoyer. Oui, parce que c'est le cas. Je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, mais en tout cas, Nunez aura des arguments tout à fait cohérents, légitimes, crédibles, et les Algériens qui savent qu'est-ce que c'est que le droit international et les rapports entre les deux États devraient, non seulement techniquement, mais aussi par bonne volonté, y accéder. Ça me paraît tout à fait logique. Bien. Naïma Hibba, tout ça vous fait réagir, allez-y. Oui, c'est intéressant, le champ lexical que vous utilisez, vous parlez de gentillesse. Je ne dis pas que c'est vous. Ou de fermeté. Par contraste avec l'argument selon lequel M. Retailleau était autoritaire dans sa manière de parler. C'était juste par contraste avec ce terme. M. Retailleau, il était combinatoire. Avec respect, on va dire. M. Retailleau est quelqu'un qui maîtrise sa parole et qui n'a pas des tons discourtois. Il parle de fermeté, il parle d'une posture. Moi, ce qui m'interpelle en tant qu'observatrice, c'est que nous dialoguons avec des pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur le traitement des droits de l'homme, sur la place des femmes dans la société, sur la démocratie qui existe ou qui n'existerait pas dans leur régime politique. Le dernier exemple en date, un islamiste repenti qui dirige aujourd'hui la Syrie et que nous recevons en grande pompe. On peut se poser la question du ton à utiliser avec ce type de dirigeants avec lesquels nous partageons que très peu de choses. Mais moi, ce qui m'interpelle dans le cas de l'Algérie, c'est l'historienne qui vous parle, c'est qu'on convoque toujours le champ lexical des sentiments. Parce que l'Algérie n'est pas un pays comme les autres pour la France, et la France n'est pas un pays comme les autres. Vous avez raison. Vous le regrettez ou pas? Et quand vous dites on convoque, les Algériens ou les Français, ou les deux? Ni je ne le regrette, je le constate. Oui. Parce qu'on parle de deux pays... Mais si vous le constatez, c'est parce que ça vous interpelle. Et ça vous interpelle positivement ou négativement? Je n'y mets aucun sentiment. Ah bon? Je constate que l'Algérie continue, dans nos commentaires, dans nos remarques, dans nos observations, dans la manière dont nous analysons les faits, dont les choses se déroulent, à emprunter un champ lexical du pathos qui complique, qui complexifie des sujets qui devraient être parfois... Je ne parle pas de ceux... Quand vous dites on, c'est nous Français, c'est eux Algériens ou les deux? Nous Français. Nous, toutes les parties prenantes. Les deux. Les parties prenantes. Et les Algériens. Je vous dis que pour la France et pour l'Algérie, c'est pareil. C'est que ce n'est pas un pays comme les autres. C'est ce que rappelait Simone Zeguidour, c'est que l'injonction venue de l'ancienne puissance coloniale ne sera jamais traitée de la même manière que l'injonction d'un autre pays. C'est ce que j'attire votre attention sur le fait que, au-delà des sujets qui sont extrêmement importants, que nous ne devons pas prendre à la légère, du cas de Boualem Sansal ou de Christophe Glaise ou d'autres personnalités qui aujourd'hui ont affaire à la justice algérienne, je dirais simplement que nous devons, ce que fait M. Nunez, proposer une autre méthode. Ça ne veut pas dire qu'il va être gentil ou pas gentil, ferme ou pas ferme. Je pense qu'il se met, il le dit publiquement, dans le sillage de Gérald Darmanin qui a occupé ses fonctions avant lui. Il ne s'agit pas de dire l'Algérie va reprendre ses OQTF. Il s'agit de remettre sur l'établi. C'est un peu sur la table. C'est ce que je vous dis. Mais on était au point mort précédemment. C'est ce que rappelle l'ambassadeur qui a été rappelé par le président de la République. Nous n'avions plus aucun canal de négociation. Aujourd'hui,
la décision qui a été prise au plus haut niveau de l'État a été de réouvrir des canaux de discussion, de négociation. Ça ne veut pas dire Donc c'est le premier que step tout est résolu. d'un chemin qui fait 10 ou 15 steps. 10 ou 15 Écoutez, il va étapes. falloir l'accepter Oui. parce que ça fait quelques décennies que ça dure, je crois, Ouais. entre la France et l'Algérie, et que la question qui est posée et la réponse qui a été apportée par, en tout cas, notre président de la République face à l'Algérie, ça a été de dire nous allons changer de méthode et aujourd'hui, je veux que cette méthode débouche sur au moins un travail en commun. Nous verrons quels sont les résultats de ce travail, mais on ne peut plus rester dans un dos à dos qui est mauvais pour notre pays et qui est aussi mauvais pour l'Algérie. Est-ce qu'il est pour vous, qui êtes familier de l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, est-ce qu'il est pour vous évident que l'Algérie va en profiter pour négocier des choses sur le plan commercial, sur le plan migratoire, sur le plan peut-être même personnel de certaines élites qui veulent venir régulièrement à Paris, avoir des visas, se faire soigner, ou je ne sais quoi, ou pas du tout? Non, mais de toute façon, comme on le dit, c'est une banalité, je veux dire. L'intensité des rapports fait que tout ce que vous venez de dire sera certainement sur la table, a toujours été sur la table et le sera encore toujours. Et dans les deux Sauf sens. qu'il faut juste intégrer l'idée, nous devons intégrer l'idée que les relations franco-algériennes seront constamment des relations très très denses, mais ne seront jamais un long fleuve tranquille. Alors, c'est Parce que intéressant c'est ce que l'histoire qui l'aura voulu comme ça. vous avez dit, vous avez placé cette formule-là au milieu de la phrase, dans les deux sens. Bien sûr. Je veux dire, Parce qu'à très vous bien. entendre, ce serait l'Algérie qui demanderait, qui exigerait des choses. Mais nous, nos intérêts en France, je pense qu'il y a des grands patrons, qu'il y a des pans de notre économie, qu'il y a des administrations qui ont très mal vécu l'épisode historique de désamour, puisqu'on doit reprendre les termes qui sont ceux de la France et de l'Algérie, en tout cas de rupture avec l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'attendent que cette réouverture d'une possibilité de peut-être, et on en est encore loin, Slimane Zeguidour l'a rappelé, vous l'avez dit dans votre commentaire, d'aboutir peut-être à des résultats. Et moi, j'ai une vraie pensée pour nos agriculteurs qui ont été, du jour au lendemain, confrontés à cet effondrement des exportations vers l'Algérie. C'est un sujet. Nos partenaires européens, au-delà de l'intérêt qu'ils ont pour ce partenariat, n'ont pas hésité à essayer de nous remplacer auprès de l'Algérie comme des fournisseurs et des partenaires de premier plan. Je pense à nos voisins italiens ou à d'autres pays. Et nous avons intérêt, nous aussi, dans la grande discussion transversale que la France et l'Algérie vont, je l'espère, avoir, traiter l'ensemble des sujets. Le premier d'entre eux, c'est le sort de nos concitoyens, bien évidemment, mais ensuite, la question sécuritaire qui reste un sujet extrêmement important, la question économique qui est importante pour les deux pays. Parce que la question sécuritaire, elle est plus importante pour la France que pour l'Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que l'Algérie a un levier qui est peut-être fort. Sur l'aspect économique, je vous accorde qu'effectivement, c'est important pour les deux pays. Il y avait peut-être d'autres... Après, moi qui suis l'Algérie aussi a besoin de la France dans ses relations avec l'Europe. L'Algérie va mettre à profit ses bonnes relations avec la France dans ses relations avec l'Europe. Bien sûr, notamment sur le plan commercial aussi. Pas seulement sur le plan commercial, parce qu'il va y avoir une révision, on va pas y compris sur le plan politique, parce que de plus en plus, dans cette dernière confrontation entre Alger et Paris, Paris a joué l'Europe, a mobilisé l'Europe vis-à-vis à l'encontre de l'Algérie. Donc la machine pourrait s'inverser et la France pourrait mobiliser l'Europe dans un sens plus favorable aux intérêts algériens. Avec les Allemands. Et je me permettrai de placer, oui, effectivement, puisque je suis une historienne du fait migratoire, et que Slimane a rappelé le poids de cette communauté franco-algérienne dans l'histoire des deux pays. Je dirais simplement qu'après cette lune de miel autour de 2022, où le président Macron avait été reçu avec les honneurs et une large délégation dans le cadre du fait mémoriel du rapport de Benjamin Stora, comme l'a rappelé, je crois, Benjamin Stora sur d'autres antennes, laisser les historiens faire l'histoire et que les deux pays se disent ce qu'elles ont à se dire, y compris avec fermeté, mais qu'elles regardent aussi vers l'avenir de leurs relations politiques, sécuritaires, économiques et même culturelles, puisqu'on part d'une communauté de 4 millions de personnes, et j'ai vraiment envie, mais là c'est mon petit côté bisounours, qu'au-delà de la lune de miel surjouée, on retrouve des relations, on va dire... apaisées, ou même de la courtoisie nécessaire entre deux États-nations, et que ceux qui sont héritiers des deux pays puissent
enfin respirer à nouveau de ce dialogue retrouvé avec les exigences qu'il doit accompagner ce dialogue. Espérons que vous soyez entendus. Merci Naïma Hubert-Yahi. Je rappelle le titre de votre livre, France, terre d'immigration. Livre également à ma gauche avec Slimane Zeguidour, que je remercie. Le livre s'intitule « Sors, la route t'attend ». Récit autobiographique. Merci à tous les deux.